Shukran, Oussed. On va aller vers Marrakech pour essayer un peu de joindre les Bimaristan et l'histoire des hôpitaux pendant le protectorat. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi mon collègue et neurologue de Marrakech, Dr Hicham Shafir, qui nous a habitués dans nos congrès de neurologie de nous parler d'histoire et de façon très passionnée. Dr Hicham, je vais aller l'aider dans les... Je pense que si je devais reparler des Bimaristan de Marrakech, il y aurait eu beaucoup de redits avec tout ce qui a déjà été dit. C'est la raison pour laquelle je ne vais que ébaucher l'histoire des Bimaristan à Marrakech à travers 2 diapositives et passer à la médecine et les hôpitaux de Marrakech du temps du protectorat. Voilà, vous avez déjà tous entendu ce texte et que j'avais l'intention de vous traduire puisque la traduction figure sous mes yeux, mais je pense que vous avez également eu la traduction sur ce Bimaristan de l'époque almohade, qui est effectivement un Bimaristan magnifique. On connaît à peu près l'emplacement grâce à Gaston Duverdun dans son travail et des fouilles archéologiques qu'il avait menées de l'emplacement où il existait, mais nous n'en avons aucune trace. En fait, après ce Bimaristan, vous avez compris, la dynastie des Almohades n'a duré qu'à peu près un siècle. Et tout a disparu avec la bataille de Tolosa en Espagne. Les Almohades ont décliné, les Mérinides sont arrivés surtout pour faire des autres villes. La ville de Marrakech a été abandonnée d'un point de vue des Bimaristan. Et c'est alors que lorsque Marrakech est redevenue capitale au XVe siècle que les Saadiens ont construit un nouveau Bimaristan, un Maristan qui a été construit dans le quartier de la Qal'a de Marrakech. Il est retrouvé en ruine au début du protectorat, devenu un asile où les fous furieux y étaient toujours attachés au cou à une chaîne fixée au mur, et son emplacement aujourd'hui est connu au quartier Sidi Ishaq de Marrakech en pleine Médina, et il existe une plaque commémorative de ce lieu, mais qui aussi a été transformée en dispensaire du temps du protectorat et n'est plus fonctionnel à l'heure d'aujourd'hui. Au début du XXe siècle alors, en dehors de cet asile de Sidi Ishaq, il n'existe aucune structure médicale dans la ville de Marrakech. Quant à l'histoire de la médecine moderne, en fait, et de l'histoire et des médecins du Maroc, elle commence à Marrakech, mais en réalité bien avant le protectorat. Elle commence vers les années 1905. Je m'explique. Le premier hôpital a été construit, c'est cet hôpital, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital de Nozoh, à Avenzoar, Djel Mamounia. Il a été nommé hôpital Avenzoar après l'indépendance. En réalité, il s'est d'abord appelé hôpital Mochan. C'est la porte d'entrée de l'hôpital Mochan, et vous voyez qu'il est écrit en arabe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Mustashfa, Umoumi, Tabi, Mouchin. Donc, l'histoire de la médecine dans la ville de Marrakech et des hôpitaux de Marrakech est étroitement liée à celle d'un homme qui s'appelle Émile Mochan, qui est né le 3 mars 1870. Il aimait beaucoup voyager, il était diplômé de l'Université de Paris en 1898 et il a décrit la peste de Porto, il a été au Brésil, il a été médecin pendant de nombreuses années à l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem, avant d'arriver en 1905 au Maroc, où il a été nommé par le ministère des Affaires étrangères françaises. En 1905, la France crée le service médical d'assistance au Maroc pour établir dans les ports marocains et dans quelques villes de l'intérieur des dispensaires, inaugurant ainsi la politique de pacification et de pénétration pacifique au Maroc. Et c'est dans ce cadre qu'Émile Mochan arrive à Marrakech le 28 octobre 1905. Il loge alors dans une maison déjà connue d'un docteur, le docteur Dinares, qui est un médecin qui a soigné Sultan
Hassan Oued pendant ses campagnes et qui avait gardé une grande notoriété au Maroc. Il crée alors le premier dispensaire à Marrakech en 1906 et vous voyez ici l'image du dispensaire à l'intérieur de la ville de Marrakech. Et déjà en 1906, il avait émis l'hypothèse de transformer l'infirmerie en un hôpital. Il avait fait la demande au ministère des Affaires étrangères françaises. Il avait émis aussi le besoin d'être accompagné par un ophtalmologiste parce qu'il avait remarqué tous les problèmes de trachome qui se posaient au Maroc. Mais la France avait essuyé le refus. En 1906, le typhus s'installe à Marrakech. Il y a plus de 5000 morts. Et il distribue lui-même la soupe populaire et gagne alors rapidement le statut de médecin, de serviteur des pauvres et de bienfaiteur. Déjà, il se plaint de la sorcellerie au Maroc, il l'étudie de façon très détaillée et à titre posthume, un livre est publié, fait de 360 pages sur les pratiques de la sorcellerie au Maroc qui entravaient le bon fonctionnement de la médecine. Le 19 mars 1907, Émile Mauchamp est assassiné, poignardé, lapidé par la foule, après avoir été convoqué par Al-Hajj Slam al-Warzazi. Il a été probablement assassiné par son fils lui-même, et ça a créé un incident diplomatique, et ça a été l'occasion, en réalité, de graves répercussions sur les relations entre le Maroc et la France, justifiant l'occupation d'El Oujda en 1907 par le maréchal Lyoté à l'époque, et ça a abouti, après bien des péripéties, à l'établissement du protectorat. Donc vous voyez que la médecine et l'hôpital, et l'idée de l'hôpital est bien antérieure au protectorat lui-même. Voilà l'hôpital Mauchamp. Il faut savoir que les premiers bâtiments de l'hôpital Mauchamp étaient construits d'abord sous forme de dispensaire en 1913, dans les jardins de la Mamounia, au sud-ouest de la ville, au fond du quartier Sidi Mimoun. Je vais vous montrer un plan après. Et qu'il avait au départ une capacité de 20 lits. Je vous montrerai un plan pour situer un petit peu la Médina de Marrakech pour ceux qui ne la connaissent pas. Il a commencé à fonctionner de façon normale à partir de 1917 avec une capacité de 146 lits et il assurait aussi la fonction de l'unique hôpital général de la ville jusqu'à 1938. Vous voyez ici le laboratoire de biologie de cet hôpital et vous voyez sur cette diapositive le bloc opératoire. Étant neurologue, sur cette photo, le médecin fait très probablement une ponction lombaire à son patient. Et ce n'est qu'avec l'avènement de l'indépendance en 1956 que l'hôpital Mauchamp a pris le nom d'Avenzoar au Ibn Zohr, éminent médecin bien sûr du prince Abdelmoumen al-Mouahidi. À l'intérieur de la Mamounia figurait la stèle, la statue représentant le buste du docteur Émile Mauchamp, mais qui a disparu aujourd'hui. Une stèle identique existe dans sa ville natale, Chalon-sur-Saône, puisque en fait son corps a été rapatrié à dos de chameau jusqu'à la ville de Casablanca, puis en France où il a été enterré dans sa ville, et une éloge funèbre a été faite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Refermons la porte de l'hôpital Mauchamp et ouvrons celle de l'hôpital militaire. Alors, l'hôpital militaire de Marrakech, qui a été dénommé l'hôpital maisonnal, qui se situe dans les jardins de l'Abdel et qui a été un peu réquisitionné dans l'urgence, et ils ont réquisitionné en fait Dar al-Bida de Marrakech, qui a été construite par le sultan Mohammed Ben Abdullah en bordure des immenses jardins de l'Abdel. Alors je vous montre un peu ces jardins. Vous voyez ici les jardins de l'Abdel magnifiques. Abdel Ahmed, ici c'est les murs du Méchoir, vous voyez l'étendue de la ville de Marrakech, vous voyez la Koutoubia ici, et vous voyez ce magnifique bâtiment Dar al-Bida qui a été réquisitionné et a servi d'hôpital militaire. Vous voyez ici la cour d'honneur et vous voyez ici la cour principale, les nombres de dépendances. Et donc bien sûr, je continue. Vous voyez tous les espaces verts qu'il y avait dans cette ville. On voit aussi d'énormes espaces verts ici, en avant des gilettes, des montagnes ici. Ça a une utilité plus tard dans mon allocution. Alors pourquoi un hôpital militaire? Il fallait bien soigner tous les militaires en campagne, qui étaient très nombreux et qui sont venus pour occuper le Maroc et pacifier le Maroc. Parce que le Maroc, bien sûr, est devenu protectorat en 1912-1913, mais le sud du Maroc n'a été pacifié qu'en 1935. Et donc, il fallait d'énormes troupes, d'énormes combats, et il fallait donc soigner en priorité
les militaires. Et donc voici la cour d'honneur de cet hôpital, voici la cour centrale, et vous voyez ici déjà que dans le cadre de cette pacification du Maroc, il y a ici beaucoup de médecins, de soldats qui viennent d'Afrique noire, qui étaient aussi équipés à l'époque. Et cet hôpital, est devenu hôpital psychiatrique lorsque les besoins de l'hôpital ne se sont plus fait sentir. Au début des années 50, il a été transformé en hôpital psychiatrique pour pouvoir au manque de structures hospitalières dans ce sens. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire des hôpitaux de Marrakech ou d'ailleurs au Maroc si on ne saisit pas les différentes étapes successives et la politique de santé qui a été menée durant le protectorat. Car il existait un véritable ministère et tout était organisé à partir d'un ministère dit de la santé et de l'hygiène publique au pluriel, dont le siège a été la direction de l'hygiène publique arabe, avec un militaire qui dirigeait ce ministère, et on parlait alors de dictature sanitaire, je vais m'expliquer. Il avait sous son commandement une unité civile dirigée par le docteur Guy Colombani et une unité militaire. Mais il dirigeait les rênes de tout ce qui était santé, à la fois militaire et médicale, avec un même budget. Et dans ce système de santé, en fait, l'hôpital n'était qu'un maillon. C'était en fait le sommet d'une pyramide, mais de toute une politique de santé. Et dont l'urgent, et donc ce livre a été édité dans les années 20 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et il explique très bien tout ce qui concerne la politique de santé de l'époque. Et la première des priorités quand les Français sont arrivés au Maroc, c'était d'abord de lutter contre les dangers des épidémies. Et donc le ministère de l'Hygiène, dans le cadre d'une véritable dictature, a opté pour 3 axes. Le premier axe, c'est celui-ci. En fait, il a imposé d'abord à l'entrée de toutes les villes du Maroc des lazarets. À Marrakech, le lazaret d'El Henk était à l'entrée de la ville et il était permanent. Personne de la banlieue ne pouvait rentrer dans la ville de Casablanca ou dans les villes sans être passé par ces lieux, qui étaient des lieux destinés à la vérification, au contrôle sanitaire, à la désinfection. Et pour éviter l'afflux, notamment à Casa, il était permanent. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'afflux des errants, disent-ils, des miséreux, des indigènes en quête de travail et porteurs souvent de germes de maladies contagieuses. Et donc là, c'est un exemple, mais ça existait dans toutes les villes, et toutes les villes étaient occupées d'une structure élémentaire dans laquelle il y avait un cuisinier, un cuisiniste, un gardien, et chaque fois en cas d'épidémie, dès qu'une épidémie s'annonçait, on déployait tous les efforts et on multipliait. À Marrakech, il y avait un lazaret devant chaque porte de la ville. Et il y avait aussi des chambres de désinfection. Les gens rentraient d'un côté, ils avaient des douches, et après ils avaient un pyjama et ils avaient une soupe et sortaient de l'autre côté. Et c'est ce qui a permis d'éradiquer le typhus qui faisait encore des ravages à l'époque. La variole, par exemple. À côté de cela, l'autre façon de lutter contre les épidémies, c'est l'assistance médicale mobile. Et donc ils ont créé de véritables dispensaires en marche et qui ont pénétré dans beaucoup de zones au Maroc, dans la classe notamment. Il y avait beaucoup de groupes mobiles dans la région de Marrakech et ils ont pu découvrir et soigner, entre guillemets, dans la classe avant même l'arrivée des militaires et avant même la pacification. Et le but était d'éradiquer, donc ils faisaient des campagnes de vaccination, et donc ils ont éradiqué la variole qui posait d'énormes problèmes, ils ont éradiqué une partie de la syphilis en distribuant des médicaments de la syphilis, et ainsi ils ont évité le plus grand des épidémies. Ça a permis d'assainir la ville. La troisième partie de cette politique, c'était la construction de dispensaires, en même temps dans les campagnes, mais surtout dans les villes, qui permettaient d'assurer les consultations, de faire le tri. Et en fait, à Marrakech par exemple, il existe un dispensaire qui est encore en fonctionnement aujourd'hui, qui est le dispensaire Riyad el-Mocha, qui est dans la ville. Et en fonction de l'architecture de la ville, on organisait les dispensaires un peu différemment. À Marrakech, les dispensaires étaient tous groupés dans une même artère de la Médina, constituant une sorte de quartier sanitaire, et les hôpitaux étaient un peu éloignés, mais ça permettait de transférer rapidement les gens qui consultaient et qui avaient besoin d'une hospitalisation en milieu hospitalier. Je vous montre un peu la carte alors de Marrakech dans les années 20.
Voilà. Voilà le plan de la ville de Marrakech. Vous voyez ici l'hôpital. Alors là, c'est déjà encore de la Mamounia. La Mamounia a été construite ici, l'hôtel de la Mamounia. On voit ici la porte des Biendelchi. Et on voit que accolé au jardin de la Mamounia et à l'hôtel de la Mamounia, il y a derrière le fameux hôpital Monchamp, qui avait un accès par l'intérieur de la Médina, par l'hôtel de Sidi Limoun, et il y avait un accès par l'extérieur de la Médina, sur la Grande Artère. Cet hôpital est encore fonctionnel. À côté du quartier de Sidi Limoun, ce que vous voyez en blanc, c'est le nouveau palais royal qui a été construit par Louis VI. Et vous voyez ici ce dispensaire de Riyad Moura, et la distance n'est pas très grande entre le dispensaire de Riyad Moura et l'hôpital Monchamp. Il existait aussi, très rapidement, un autre hôpital qui est Dar al-Qaïd Sirissa, qui était dans un quartier riche de la Médina, et qui a été transformé en salle d'accouchement très tôt, et en salle de gynécologie, ça s'appelait la maison de l'accouchement, et qui est encore fonctionnel aujourd'hui, mais qui a été transformé depuis l'indépendance en école pour les cadres de santé et pour la formation des cadres. Quand on voit un peu le schéma des consultations, regardez un petit peu le graphique des consultations, vous voyez que ça monte crescendo depuis 1913 jusqu'en 1918, où le nombre de consultations a atteint 1 600 000. Quand le nombre de consultations augmente, il va de soi que l'augmentation des hospitalisations augmente. Et on voit que de 40 000 consultations, on passe à 403 000 consultations. Quand les consultations augmentent, il faut bien sûr construire de nouveaux hôpitaux. Et donc, il s'en est suivi la création en 1938 de l'hôpital civil de Marrakech. Cet hôpital civil qui a été construit par cet architecte, soumis au concours, l'architecte Pierre Bousquet, qui est aussi l'architecte de l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca, qui était un espace pavillonnaire. Alors, le Maroc est sous le protectorat depuis longtemps, le sud du Maroc est pacifié, les Français viennent s'installer de plus en plus, ils ont besoin d'une hygiène de qualité et d'une médecine de qualité. On ne peut pas transférer, les coûts du transfert hospitalier sont chers. Chaque fois qu'un malade français ou européen tombe malade, on ne va pas le rapatrier. En France, il fallait donc construire des hôpitaux selon les normes européennes, et donc c'est ainsi que cet hôpital est créé. Les principes, c'est comme du temps des Maristins, on choisit le plus beau lieu de la ville, et l'hôpital du Notofaïl est construit sur une superficie de 8 hectares, juste à côté du quartier européen. Je vais vous montrer une vue aérienne de cet hôpital lors de sa création. Voici. Vous voyez là aussi ce magnifique hôpital construit sur 4 étages dans une très belle palmeraie connue pour ses arbres fruitiers également et ses jardins botaniques de 8 hectares. Vous voyez la ville et le mont Guéliz ici et les constructions militaires au sommet du mont Guéliz, les Jbilettes au fond, et vous voyez cet espace de lecture, Marrakech étant une ville qui était vraiment une magnifique palmeraie. Tout ceci bien sûr n'existe plus puisque le quartier Simladia ici est construit, tout ceci est construit, tout ceci est construit, et donc bien sûr nous sommes dans des giga-villes. Voilà ce bâtiment avec le quartier européen, avec ses allées d'arbres, le mur, les enceintes du mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les architectes français ont toujours mis des murs, des portes monumentales, respecté l'architecture traditionnelle. Et donc il y a tout un esprit et une architecture des hôpitaux qui est en rapport avec le reste de l'architecture coloniale, avec des architectes qui sont dans le pays et qui se sont imprégnés du pays et de sa culture. Voilà encore la façade de l'hôpital civil, et là, une des salles de gynécologie dans les années 50. Mais la ville s'agrandit et le nombre de consultants augmente. Le protectorat a résolu le gros problème des épidémies, mais il existe des endémies qu'ils ont du mal à contrôler, notamment la syphilis qui pose d'énormes problèmes, et la tuberculose, puisqu'il n'existe pas encore à l'époque les traitements tuberculostatiques que l'on connaît à l'heure actuelle, et donc il a fallu construire des sanatoriums, et donc le sanatorium de Marrakech, d'Amchiche, il fait partie de cette politique des sanatoriums qui est apparue dans les années 40 avec le protectorat, et ils sont construits à peu près sur le même modèle. Si vous faites sanatorium, image, et vous voyez les sanatoriums de France, c'est à peu près la même chose. Ils ont cette particularité. Là aussi, c'est construit dans un havre de paix, dans une palmeraie de 10 hectares, avec au début 60 lits, prévus pour des patients. Et vous voyez l'architecture, les colonnes sont là, l'hôpital et les chambres sont là, mais on peut sortir le lit de telle sorte que les gens puissent profiter de l'air, puisque l'air pur faisait partie de la thérapeutique de ces gens qui souffraient de tuberculose.
Et d'ailleurs, cet hôpital va être amputé en 1981 d'une partie pour la création de l'hôpital psychiatrique Ibn Nafis et bien sûr à l'heure actuelle par le nouvel hôpital Mohamed Sadis, l'hôpital universitaire, qui sont partie intégrante de ce vieux sanatorium de Marrakech et qui bien sûr maintenant est devenu à l'intérieur de la ville alors qu'il était longtemps à l'extérieur. Et enfin, en 1953, le dernier hôpital fut construit, c'est l'hôpital Abu Daoud Antaki, le professeur Faisal en parlait hier, et il a été construit par un grand architecte de Marrakech, qui est l'architecte Paul Sicard. Cet architecte, c'est lui qui a construit, pour les gens qui viennent à Marrakech, la fameuse maison cubiste de Jacques Majorelle. Et cet hôpital est inauguré en 1953, car toujours dans cette politique d'augmentation des hôpitaux, il a fallu construire, du fait des problèmes ophtalmologiques qui continuaient de se poser malgré toute l'amélioration des conditions d'hygiène dans ce pays, il a fallu construire un hôpital des spécialités. Et là, comme la problématique se posait pour les gens de la ville, l'hôpital a été reconstruit à l'intérieur de la vieille ville, dans un vieux quartier, qui est le quartier de Bab el-Khmis, toujours très cher au peintre Jacques Majorelle, pour ceux qui le connaissent et qui l'apprécient. Alors il a été conçu sous forme de 2 pavillons parallèles autour de 2 patios ombragés et il fut, dès son inauguration, un hôpital des spécialités, hôpital d'ORL, de stomatologie et d'ophtalmologie. En conclusion, je voulais dire que depuis 1953, aucun nouvel hôpital ne fut construit à Marrakech jusqu'à l'avènement récent du CHU Mohamed VI, qui est fonctionnel depuis cette année et qui fait partie de l'ancien sanatorium d'Amchiche. Merci beaucoup. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل الأستاذ شفيق هشام، وأقترح عليه إن أمكن أن يلخص لنا بالعربية في 3 دقائق أو 4 ما جاء في هذا العبقري، فليتفضل مشكورا. باش ما نبقاش لا كون خصتي لنا كون سهلتي لنا المأمورية. تحدث أكثر عن تاريخ المستشفيات في العصر الحديث مع دخول الفرنسيين إلى المغرب وما قدموه، ما جاءوا به إلى المغرب من مستشفيات جديدة. وأخذت المثال ديال مدينة مراكش خاصة لأنني أسكن بها، فتاريخها مرتبط بتاريخ السياسة التي قام بها الفرنسيون والحاجيات التي وجدها والمشاكل التي وجدها الفرنسيون عند دخولهم إلى المغرب. فكان أول أهدافهم أن يبنوا مستشفيات للسكان المحليين وأن يشيدوا مستشفيات عسكرية بحكم أنهم دخلوا بجيشهم وكان من الضروري أن يتكلفوا بهم. فكانت سياستهم الأولى يعني تفادي كل الأوبئة، ولهذا بدأوا بالقبائل وضواحي المدن قبل أن يدخلوا إلى المدن ويكونوا فيها مستوصفات ثم مستشفيات. فتطور مع المد الحاجيات لأن السكان وفدوا بكثرة إلى هذه المستشفيات بحكم الثقة التي وضعوا فيها، فأصبح من الضروري أن تبنى مستشفيات جديدة، خاصة المستشفى المدني مقارنة مع المستشفى العسكري الذي كان موجود، ثم مستشفيات لعلاج داء السل بحكم المشاكل التي كانت تطرح، ثم مستشفيات لعلاج أوباء الأعين بحكم التراكم الذي كان يطرح مشاكل، وأخيرا مستشفيات لأمراض العقلية والنفسية في ذلك المكان الجميل الذي كان قد هيئ للجيوش من قبل. هذا هو. شكرا. شكرا جزيلا. الواقع أن من الأفضل تعمل ملخص لأنك تعطي الفلسفة ديال الموضوع مباشرة من غير ما ندخل أنا في بعض عدد الحيثيات. أضيف فقط أن من المؤرخين الذين كتبوا الكثير عن
تاريخ مدينة مراكش هو الفرنسي غاستون دو فيردان الذي نشر كتابه المعروف مراكش ديز اوريجين 1912، وهذا يدخل في ذلك التقليد التاريخي الذي سلكه الفرنسيون عندما دخلوا المغرب. ف لو تورنو كتب فاز افون لو بروتيكتورا، دو فيردان كتب فاز ديز اوريجين 1912، هناك على الرباط على مختلف المدن. ثم هناك الفرنسيين الذين اهتموا بالقبائل وبالبوادي وكتبوا في ذلك التاريخ، والكتب ديال دوغادا فيها معلومات كثيره على هذه الاشياء. لكن اللي توضح من كلام الاستاذ هي انه الواقع ان عندما ندرس تاريخ مراكش فالفتره القرن التاسع عشر اللي تكلم عليها والقرن العشرين، خصوصا النصف الاول من القرن العشرين في عهد الاستعمار، وندرس الاحداث السياسيه وندرس كيف دخل الفرنسيون الى مراكش، كيف استعملونها كمركز للباسيفيكاسيون لتامين المناطق الجبليه في الاطلس الكبير حتى 1939. نلاحظ ان الطب والقضايا الطبيه كانت داخل هذه السياسه، وكانت هي اساس هذه السياسه اللي كاين بحال التموين، كاين التموين الماكله ديال الجيش وغيرها، ولكن كاين التموين الصحي اللي لا بد يتبع كذلك الجيش. فشكرا جزيلا مره اخرى للاستاذ